Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Une thèse, bon, c'est indémontrable tel quel, mais enfin, moi, c'est mon interprétation. Je pense qu'il incarne le 21e siècle, c'est-à-dire tout ce dont les Français ont peur. En guerre. Oui, nous sommes en guerre, cher Emmanuel Macron, vous l'avez dit il y a déjà 3 ans, mais tout va bien puisque vous avez reçu Rihanna hier à l'Élysée. Donc, écoutez, oui, la situation est grave, mais pas désespérée. Rihanna est là, la mélancolie s'en va. Nous allons parler peut-être d'autres choses, évidemment, des agriculteurs. Il y a agriculteurs et agriculteurs, faut quand même le dire, et vous le savez. Auditeur de Sud Radio, résistant de Sud Radio, on ne parle pas de la même façon des agriculteurs à 50 000 euros par mois et des agriculteurs à 800 euros par mois. Ce n'est pas tout à fait la même chose, hein. Mais évidemment, le mouvement augmente, on arrive à Paris bientôt. Pourquoi, comment, on va encore en reparler, mais auparavant, on va parler d'une affaire qui a été assez peu évoquée. C'est l'affaire Casino. Casino, emblématique, entre les emblématiques, créé il y a 125 ans par Geoffroy Guichard. Casino, l'entreprise avec 220 000 employés, salariés, qui est dans le monde entier. On va évoquer effectivement en détail et on va parler avec l'un des arrière-petits-fils, Xavier Quemelin, arrière-petit-fils du fondateur de Casino, qui a lui-même travaillé dans l'entreprise, d'ailleurs son grand-père et son père aussi. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe effectivement depuis que Jean-Charles Naouri, l'actuel PDG de Casino, mais c'est terminé puisque le rachat est fait par un triumvirat dont on va parler. Qu'est-ce qui se passe avec Casino et en quoi c'est emblématique de certaines restructurations qui se passent dans l'univers, non pas impitoyable, mais intéressant, des entreprises, de très grosses entreprises. Voilà, on va parler de cela et puis après les agriculteurs, nous allons parler aussi des deux France. Nous allons recevoir en deuxième partie d'émission, le maire de l'Aille-les-Roses, Vincent Jeanbrun, qui a été agressé, dont la famille a été agressée pendant les émeutes de juillet 2023, le début juillet 2023. On va en parler. Il dit qu'il y a deux France. Deux France, on va savoir. Sud Radio, votre avis fait la différence. J'adore vos débats. On entend des choses qui changent un peu de la doxa généraliste qu'on entend trop partout. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Qui d'entre vous, auditeurs de Sud Radio, qui d'entre vous, vos parents, vos enfants peut-être, n'est pas allé faire à un moment donné ses emplettes dans un des magasins, supermarchés, hypermarchés, Cdiscount, etc., Franprix, Monoprix de Casino? Qui? Personne, pratiquement personne. Mais aujourd'hui, où en est Casino? On va en parler avec l'un des arrière-petits-fils du fondateur Geoffroy Guichard, qui connaît très 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 bien Casino pour y avoir travaillé, lui, son père et son grand-père, Xavier Quemelin. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Mambo, Casino, comme tout est beau chez Casino, Casino Mania. Xavier Quemelin, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Monsieur. Bonjour monsieur Quemelin. Je vous entends très bien. Parfait, moi aussi, on vous entend très bien ici sur Sud Radio. Quand vous entendez ce slogan publicitaire qui date il y a une vingtaine d'années, ça vous fait quoi? Tout est beau chez Casino, tout est merveilleux chez Casino, la Casino Mania. C'est des très bons souvenirs de mon passage de mes 10 ans au Casino, mais j'ai les larmes à l'œil pour les 200 000 salariés. Voilà, et la fin qu'on nous prédit n'est pas du tout celle que l'on voulait. Et je crois que, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas encore plié, c'est pas encore inéluctable. Alors, on va en parler justement avec vous et on va prendre le temps d'en parler. Donc, rappelons et corrigez-moi si les chiffres ne sont pas les bons. Casino fondé il y a 125 ans par votre arrière-grand-père Geoffroy Guichard, d'ailleurs, le stade très connu qui porte son nom à Saint-Étienne.
les 67 hypermarchés, 441 supermarchés sous pavillon Casino en France. Et puis, ne parlons pas des activités un peu partout, notamment en Amérique latine, en Amérique du Sud, où les 3/4 des salariés je rappelle, de Casino, de l'entreprise, sont en Amérique du Sud, hein, il faut le rappeler. Et il y a 50 000 salariés en France. Est-ce que ces chiffres sont les bons? En tout cas, à l'heure où on parle. Oui. Oui, vous pouvez rajouter 3000 succursales à travers la France également. Voilà, les chiffres sont les bons. Bien sûr. Oui, pardon. Juste un mot, monsieur. Du bilan. Oui. Ne sont pas les bons. C'est ça, c'est le bilan. Alors on va en parler de ce bilan. Alors justement, on dit voilà, on a annoncé depuis déjà quelques mois et surtout en janvier le fameux plan de sauvegarde qui va consister à dire que Casino, en tout cas l'entreprise, va être rachetée par 3 investisseurs, Marc Lardré de la Charrière, Fimalac, Daniel Kretinsky et le fonds anglais Attestor. Alors, on va détailler cela, mais auparavant, je voudrais que vous parliez de Jean-Charles Naouri. Quand je parle en 1999, je dirais Jean-Charles Naouri devient le premier actionnaire de Casino et il devient en 2005 PDG de Casino. D'abord, le dernier, je crois, patron de la famille, c'était Antoine Guichard, n'est-ce pas? Oui, c'est Antoine Guichard qui a apporté, je dirais, l'affaire à Naouri. Alors, à Jean-Charles Naouri. Je voulais juste corriger une ou deux choses. D'abord, ça s'est passé fin 97. D'accord. Et le contrôle a été pris par Jean-Charles Naouri en 98. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est il y a 30 ans, j'étais le seul de la famille, des salariés de Casino, des cadres et ainsi de suite, à m'opposer à Jean-Charles Naouri et Antoine Guichard, parce que j'estimais que le montage fait par Jean-Charles Naouri n'était pas viable et qu'il valait beaucoup mieux se rapprocher d'un groupe comme Promodès qui était complémentaire aussi bien en termes d'activité qu'en termes de territoire. En plus, il avait la même culture d'épicier familial, entre guillemets, et ça me paraissait beaucoup plus cohérent. Alors justement, avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Oui, alors, oui, voilà. Vous savez, on a tort d'avoir raison trop tôt, mais juste un mot. Je voudrais rappeler ceci, et peut-être c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes opposé, mais on l'avait pas vu, et puis beaucoup de gens le font, hein, ça n'a rien d'illégal. La prise de participation, quand il apporte Rallye, donc il avait le distributeur breton Rallye, Jean-Charles Naouri, qui rachète en 91, très grave problème de trésorerie, forte dette donc de Rallye. Il apporte Rallye au groupe Casino, dont il devient le premier actionnaire en 1992. Et je voudrais parler des poulies bretonnes, tel que écrit Vincent Bolloré. Cette prise de participation majoritaire, donc de Jean-Charles Naouri, se fait avec très peu de fonds. Vous avez dit vous-même 65 000 €. C'est bien ça, Xavier Kemlin. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, juste, non, mais je vais vous laisser parler. C'est vous que j'attends, mais juste, je voudrais décrire. Dites-moi si c'est ça. Selon un schéma, parce que quand on n'est pas dans le monde des affaires, c'est très intéressant. Selon un schéma qu'il reproduit pour toutes ses acquisitions, donc on parle de Jean-Charles Naouri, arrivant en chevalier blanc, il prend initialement des parts minoritaires, assorties d'options pour en prendre le contrôle ultérieurement. Il empile les structures financières, les sociétés acquises devant rembourser l'endettement nécessaire à leurs acquisitions. Ce système que Vincent Bolloré qualifie de poulie bretonne permet à un actionnaire de prendre le contrôle d'un groupe important avec un apport faible en capital personnel. C'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. Si vous voulez, Jean-Charles Naouri voulait être le Bernard Arnault de la distribution, il n'aura été que le fossoyeur de Casino. Mais je reviens un peu en arrière sur un point que vous avez cité, d'ailleurs, c'est grâce à vous que je reviens sur ce point. Il a pris le contrôle à une certaine époque et il a pris la direction que plus de 10 ans plus tard. Oui. Alors, il faut revenir à l'origine. Il faut savoir que M. Naouri, pourquoi je me suis opposé principalement à lui, c'est que M. Naouri était impliqué dans le délit d'initié de la Société Générale, c'est le fameux l'affaire Triangle. Voilà. Les auditeurs de mon âge se rappellent, mais les plus jeunes ne connaissent pas.
Et Monsieur Naouri, donc, était sous le coup d'un délit d'initié. Et ses petits copains socialistes ont bien mis le dossier sous le tapis pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, ils ont ressorti en disant le pauvre Jean-Charles, il n'a pas été jugé, donc on le blanchit. Donc, entre guillemets, monsieur Naouri a été gracié par contumace, si on pourrait dire, au bout de 10 ans. Et là, effectivement, il s'est mis à prendre la présidence. Et son système, vous savez que c'est lui qui a dérégularisé un peu la finance française, à tel point qu'il aura absolument extraordinaire auprès des banquiers, qui lui ont prêté des sommes considérables. Et on l'appelait même le Mozart de la finance. Ben moi, le Mozart de la finance, j'aimerais qu'il finisse au violon. Il y en a eu beaucoup, hein, de Mozart de la finance. Oui, il y en a eu beaucoup, mais si vous voulez, quand même, ce type-là, en 20 ans, a détourné 10 milliards de flux de trésorerie de Casino pour rembourser ses propres dettes avec le système des Publi Bretonnes. Donc, au lieu de dans les magasins et les prix, ça a mené à la catastrophe. Non, mais expliquez-nous. C'est-à-dire comment ça se passe? Nous, on est des Hurons, on ne connaît pas le mécanisme. Vous dites, parce que c'est grave quand même, vous dites qu'il aurait ces 10 milliards qu'il aurait employés à rembourser les dettes de ces holdings, il aurait dû les employer aux investissements, et c'est ce qu'il n'a pas fait. Je voudrais qu'on comprenne. Voilà, un casino, oui. C'est tout à fait ça. Bon, pour être très précis, si vous voulez, c'est 9,8 milliards de flux de trésorerie qui ont été détournés pour rembourser la cascade de holding. Donc, il y avait Euris, il y avait Foncière Euris, il y avait Rallye, et ainsi de suite. On empilait les holdings qui contrôlaient à 50% ou 51% les sociétés en dessous, et ainsi de suite, et on endettait toutes ces holdings. Moyennant quoi, toute la trésorerie de Casino a servi à rembourser finalement les dettes de personnel de M. Naouri, au lieu d'être investi dans l'entretien des magasins, dans l'innovation, dans les salaires, dans la formation, dans la politique prix. On est arrivé à dire que par moment, on était 40% plus cher. C'est du n'importe quoi. Et à augmenter les prix le dimanche pour ces pauvres Parisiens qui n'avaient que le dimanche pour faire les courses. Donc, si vous voulez, c'est le problème que le métier d'épicier n'est pas un métier de financier. Et ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont pas compris. Et on en arrive à des catastrophes de ce type. Vous voulez dire que quand on applique les structures de la finance, enfin les modèles de la finance à l'épicerie, parce que effectivement, ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? Ça marche pas parce que, si vous voulez, la distribution est un métier à faible marge. Et c'est des curseurs, c'est une multitude de curseurs qu'il faut régler métier par métier. Parce qu'à la fois, on est boucher, charcutier, pâtissier, fruits et légumes, épicier, droguiste, mécano, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, c'est pas des métiers de financiers. On a vu chaque fois que les financiers étaient aux commandes de groupes de distribution, ça a donné une catastrophe. Mais si vous voulez, ce qu'il y a de plus grave, c'est que non seulement on n'a pas tiré les conséquences, j'ai alerté il y a plus de 5 ans, non seulement l'autorité des marchés financiers, le parquet national financier, et rien n'a bougé. C'est pour ça que... Pas de réaction. Donc, on demande une commission d'enquête parlementaire, non pas sur les agissements de M. Naouri, parce que nous, on a déjà porté plainte. J'ai 30 membres de la famille qui ont rejoint mes plaintes initiales contre Jean-Charles Naouri. Mais on demande une commission d'enquête parlementaire pour savoir pourquoi les institutions de la République, créées spécialement pour contrôler, n'ont pas agi, à savoir la défaillance du parquet national financier qui préfère se mêler des affaires politiques ou des joueurs de foot, et l'autorité des marchés financiers qui n'a pas fait son boulot. Aucune réaction depuis 5 ans, vous voulez dire. Aucune réaction. Et là, en plus, on est en train de laisser faire, c'est-à-dire qu'on a une bande de grands délinquants en col blanc qui sont en train... Ça, c'est vous qui le dites, ça. Oui, c'est moi qui le dis, mais vous en faites pas. Comme je dis que depuis 5 ans, les bilans sont faux. Tous les bilans de Casino sont faux, certifiés par des experts comptables qu'on a obligés de signer en leur disant « sinon on vous vire ». À Lyon, les experts comptables ont été obligés de signer. On leur a dit « sinon on vous fout dehors ». Et ça représentait 98% de leur chiffre d'affaires. Il y a heureusement des salariés qui ont eu le courage de démissionner plutôt que signer.
Et tout ça, ça part chez le procureur de la République et chez le doyen des juges d'instruction. Et c'est cette plainte, cette enquête, cette commission d'enquête parlementaire est lancée ou pas encore ? Alors, écoutez, j'ai appris hier qu'elle venait d'être transmise par la présidente de l'autorité de l'Assemblée nationale. Yaël Braun-Pivet, oui. Moretti. Voilà. D'accord. Ceci dit, je m'étonne de cette transmission en demandant s'il y a une enquête pénale. Parce que, si vous voulez, ça voudrait dire qu'on essaye de botter en touche en disant non, il y a une enquête pénale parce qu'il y a déjà une plainte pénale. Mais la plainte pénale, elle a été déposée par la famille et moi. Je comprends. Alors que la commission d'enquête parlementaire, c'est la séparation des pouvoirs, justement, qui doit dire l'Assemblée doit jouer son rôle et contrôler les services publics. Et la défaillance de l'autorité des marchés financiers et du parquet financier, c'est du ressort d'une commission d'enquête parlementaire. Alors que le pénal contre Naouri, c'est autre chose. Alors, on va continuer à en parler juste après une petite pause. Gavin Kemmelin, restez avec nous. C'est très intéressant parce que c'est tout à fait, en tout cas, emblématique de ce qui peut se passer, effectivement, dans certains domaines de l'industrie de la finance et qui nous concernent. Hein. Ce n'est pas Alstom, ce n'est pas... Mais c'est quand même autre chose. Et ça impacte beaucoup, évidemment, notre paysage à la fois social et économique. À tout de suite. Et peut-être vous qui nous écoutez, vous êtes peut-être employé du groupe Casino, appelez-nous pour témoigner 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ce n'est pas Dallas, mais c'est Casino, ton univers impitoyable. Et nous sommes avec Xavier Kemmelin qui, effectivement, décrypte ce qui s'est passé, ce qui se passe en ce moment. Juste un moment, Xavier Kemmelin. Ce qu'a fait Jean-Charles Naouri, et que font d'autres, bien sûr, ce système des poulies bretonnes, est parfaitement légal. Il n'y a pas de, je veux dire, de chemin de traverse. C'est, quelqu'un peut arriver avec 65 000 euros, faire des holdings, prendre des actions, des minorités, et puis devenir majoritaire. C'est une opération que beaucoup font, enfin, j'imagine. Oui, c'est une opération que beaucoup font dans une certaine limite. C'est-à-dire que quand vous me dites, est-ce légal? Je vous dis sur le montage, oui. Mais à partir du moment où, si vous voulez, ça devient du détournement de fonds et de l'escroquerie en bande organisée, comme le plan, d'ailleurs, on en parlera, qu'on nous propose, non, ça n'a plus rien de légal. Et puis, si vous voulez, la vocation, l'affectio societatis de Casino, ce n'est pas de rembourser les dettes de Naouri, c'est de faire du commerce, si vous voulez. Donc, je crois qu'à un moment, et justement, il faudra tirer les conséquences de tout ça, c'est que il y a des limites. Il y a des limites parce que, vous savez, mon arrière-grand-père disait on achète les entrepôts, mais pas la méthode américaine. Nous, on veut le cash pour pouvoir le payer complètement, de manière à ce que s'il y a quoi que ce soit, une guerre, un retournement de conjoncture, tout ça, on n'ait aucun problème. Là, on fait prendre le risque à tous les employés, d'abord les 200 000 personnes, et on fait prendre un risque considérable à tous les actionnaires. Il faut savoir que quand même, il y a beaucoup de salariés qui sont actionnaires du groupe et qui ont tout perdu. Il y a des gens qui ont payé non seulement l'impôt sur la fortune, mais des droits de succession sur des actions à 100 euros. Elles sont à 50 centimes et on nous dit qu'elles vont descendre à 18 centimes. Rien, oui. Et l'apport, il est en plus fait uniquement par la bande des quatre. Les actionnaires peuvent même pas y participer. C'est-à-dire qu'il y a une distorsion des moyens, il y a une distorsion de tout. C'est-à-dire qu'on assiste à une espèce de hold-up sur Casino par des gens qui, je m'excuse de le dire, mais il faut revenir aussi sur qui ils sont. Alors on va en parler, pardon, je sais pas pour ne pas en parler, au contraire, voilà. Donc ce plan de sauvegarde, justement, on va parler du plan de sauvegarde, Xavier Kemmelin. Alors on se rappelle que effectivement, aujourd'hui la dette de Casino, elle est de combien? Alors, écoutez, très sincèrement, personne n'en sait rien. Parce qu'on nous annonce 5, 7, 12, 15. Alors, on sait qu'en gros, on rallie à 5 milliards.
mais Rally aurait dû être mis en liquidation judiciaire depuis longtemps. Si Monsieur Naouri n'était pas inspecteur des finances et avait le bras long, comme ça, Rally, n'importe quel chef d'entreprise aurait été liquidé. Donc, c'est pas un plan de sauvegarde pour moi, c'est un plan de liquidation. Parce qu'au départ, on nous a dit oui, ces gens-là, ils vont sauver le groupe, ils vont ci, ils vont ça. En réalité, rien du tout. Ils vendent les hyper et super, ils vendent l'Amérique du Sud, ils ferment les entrepôts et le siège social. Oui, 300 hyper et super, oui. Et les 300 hyper et les 300 super et les hyper, c'est ce qu'il y a de plus facile à vendre. Parce que ils fermeront jamais. Dire qu'une épicerie va fermer, une petite épicerie de quartier peut-être, mais des hyper et des super. En plus, avec la loi, les nouvelles lois pour zéro artificialisation du sol et ainsi de suite, protège. Et il y aura toujours des repreneurs. Et moi, je plaide, si Casino doit être pris, il doit être pris dans son intégralité, en tirant vers le haut, en créant un groupe mondial de distribution, et non pas en espèce de casse sociale, par le bas, au profit de la bande des 4 de grands délinquants en col blanc. Parce que, pour en revenir aux gens on prend les mêmes et on recommence. Monsieur Naouri, il était avant, c'est lui qui fait le plan et qui choisit les repreneurs. Monsieur Ladret à Charrière, il était administrateur de Casino. Qu'a-t-il fait? Rien. Il a mené Casino à la faillite avec Naouri. Il faut savoir que quand même, il était administrateur via Fimalac, dont d'ailleurs Monsieur Naouri était administrateur aussi de Fimalac, en passant, que Monsieur de Ladret de la Charrière a été condamné au titre de Fitch, l'agence de notation, pour ses notations favorables à Casino, par les âmes, qui est l'équivalent de l'AMF européen, à 5,3 millions d'amende. Il a également été condamné à 8 mois de prison avec sursis et 375 000 € d'amende dans l'affaire Pénélope Fillon. Et M. Kretinsky, qui est le troisième larron, l'origine de sa fortune, c'est un délit d'initié sur la couronne slovaque. Il figure dans les Panama Papers et c'est le plus gros pollueur européen avec ses centrales à charbon. Voilà ce qu'on nous propose. C'est-à-dire, on prend les mêmes et on rajoute la Testor à fond britannique. Mais juste Xavier Kemlin, ça ne veut pas dire, alors il est peut-être le plus gros pollueur ou pas, je ne sais pas, mais vous dites, parce que ce que vous dites, c'est que Ladret de la Charrière, et c'est pas du tout ni pour les défendre, ni Kretinsky, ni autres, mais est-ce qu'ils ne sont pas capables de relever effectivement cette situation que vous décrivez, et qui est assez effectivement tragique, dans laquelle a été nommé Casino. Vous dites que ce ne sont pas ces gens-là qui peuvent le faire. Mais simplement aujourd'hui, si vous voulez, on voit déjà les 300 hypermarchés, supermarchés ont été cédés par Auchan et les Mousquetaires. C'est pas encore fait, hein. C'est pas encore fait, d'accord. Mais enfin, c'est en tout cas en voie. Et puis alors, ils gardent Monoprix, Franprix et Cdiscount entre autres. Ça reste je dirais les bijoux de famille qui sont là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, attendez. Pour finir avec Monsieur Ladret de la Charrière et Monsieur Kretinsky, après on parle d'autre chose. C'est que tous ces gens-là, ils pouvaient faire des choses. Et ils n'ont pas fait. Kretinsky, il avait 10% de capital, il pouvait à tout moment demander une expertise judiciaire de gestion sur Casino, il n'a rien fait. Donc la seule chose qu'on nous propose maintenant, avec une expertise qui est quand même le comble de la mauvaise foi, on vous nomme un expert. Alors les chiffres ont été fournis par la direction. On sait déjà que la direction a été condamnée par l'AMF dans Rally à 25 millions d'euros d'amende. Mais personne peut contrôler ces chiffres que donne la direction? Il n'y a pas d'autorité pour contrôler ces chiffres? Ils n'ont rien fait depuis 5 ans et tous les bilans sont faux depuis 5 ans. Bon. On nous dit dans le plan, par exemple, la proximité, c'est-à-dire les succursales, ça vaut 200 millions. L'expert dit. Manque de peau, Carrefour dit, moi j'en offre 700 millions. Et la bande des 4 leur répond, c'est pas assez, on vous le vend pas. C'est un comble. L'expertise Monoprix, on vous dit, ça vaut entre 800 000 et 1,2 milliard pour la totalité. Manque de peau, les 50% ont été achetés à monsieur ou Philippe Ouzet, qui trouvait que c'était pas assez, 1,250 millions. Et sans compter la progression. C'est-à-dire que l'expert dit, aujourd'hui, Casino vaut 0,
La seule chose, c'est que moi, si je calcule tout ça et que je déduis, par exemple, la vente des hyper, tout ça, j'arrive à 0. Et la valeur du reste, c'est 5 milliards. C'est-à-dire qu'ils disent, nous, on va mettre 1,2 milliard de trésorerie et on prend les 5 milliards, c'est-à-dire le solde de la valeur de Franprix, Cdiscount, Monoprix, sur le dos des actionnaires, sur le dos des salariés. Monsieur Kemla, comment vous calculez? Vous dites, on voit très bien, vous dites, voilà, ils mettent 1,5 milliard et ils ont 5 milliards avec ce qu'ils vont acquérir, avec ça. Mais votre chiffre de 5 milliards, il peut être aussi contesté, non? Ah ben mon chiffre de 5 milliards, il est difficilement contestable, je vais vous dire, parce que c'est les valeurs d'entreprise, et si vous faites, par exemple, l'abandon de créances des financiers qu'on nous annonce, aux alentours de 5 milliards. Bon. Il reste 2 milliards. 2 milliards, c'est la valeur des hyper et des super convents, plus de l'Amérique du Sud. Donc déjà, vous arrivez à 0. Donc là-dessus, vous dites la valeur de Monoprix, de Franprix, de Cdiscount, c'est pas loin de 5 milliards. C'est-à-dire qu'on est en train de plumer les petits au profit d'une bande de grands délinquants en col blanc. J'ai pas honte de le dire, j'ai pas peur de le dire, j'ai aucune peur d'être poursuivi. Je comprends. En tout cas, nous donnons évidemment un droit de réponse, et évidemment que ce soit messieurs Naouri, voilà, que messieurs Naouri, Landré de la Charrière, Crétinski et autres veulent répondre, évidemment, ils sont les bienvenus sur Sud Radio et dans l'émission. Mais Xavier Kemla, au fond, vous avez dit il fallait faire autre chose. Mais comment il se fait, ou alors on n'a pas tout suivi, comment il se fait pendant ces années, puisque tout ça dure depuis des années, et on n'a pas vu, ou alors peut-être à part justement vous, la famille et quelques-uns, est-ce que les salariés ont bougé? Alors on a vu Jean Pastor, on a vu le délégué de la CGT et autres, mais on n'a pas l'impression qu'il y a eu une grande mobilisation depuis quelques années, depuis que tout le monde connaît la situation. Écoutez, très sincèrement, je vous cache pas que je suis très déçu par l'intersyndicale, dans la mesure où ils ne défendent pas l'emploi, ils défendent leurs intérêts personnels. Je vous cache pas que je ne comprends pas leur attitude. La seule chose qu'ils veulent négocier, c'est dire combien on va toucher, les plans sociaux, voilà. Les plans sociaux les intéressent, mais sauver 200 000 emplois les intéresse pas. Et je suis le seul, si vous voulez, qui dit il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions. Mais le problème, comme M. Naouri jongle avec les chiffres, avec les expertises, avec les embrouilles. Un coup, c'est la valeur nette comptable. Un coup, c'est une valeur faciale. J'avais déjà attiré l'attention de l'autorité des marchés financiers lors de la démission du directeur financier Antoine Giscard d'Estaing et de M. Humbert, en disant, attendez, mais là, on est en train de faire des trucs, des embrouilles au nez de tout le monde. Et d'ailleurs, ça n'a pas trompé, hein. La veille d'une opération, notamment sur Géant BVH, le directeur financier et son adjoint ont démissionné. Ils ont dit, nous, on refuse de signer ces cabales. Voilà. Ouais. Ces choses-là. Il y a quand même des gens, il faut savoir, qui se sont opposés à Naouri. Mais le problème de Jean-Charles Naouri, c'est qu'il faisait travailler tous les avocats de Paris. Donc, dès que vous cherchez un avocat, non, je suis conflicté, je travaille pour Casino. Il a arrosé tout le monde. Oui, je comprends. Ah, Xavier Kemla, je vois ce que vous dites, et puis encore une fois, on verra ce que toutes ces personnes ont à répondre. Mais une chose, est-ce qu'aujourd'hui, alors très objectivement, si l'opération se passe, vous dites que ce n'est pas encore joué, certes, mais ce plan de sauvegarde se passe comme il a été défini avec les trois actionnaires qui vont arriver prendre le pouvoir. Et qui reste sur le carreau? Qu'est-ce qui peut se passer pour Casino tel qu'il serait? C'est-à-dire en termes de salariés, en termes des salariés, en termes des actionnaires. Je parle des petits actionnaires. Vous-même, je crois que vous n'avez qu'une seule action, c'est ça? Vous n'êtes pas... Moi, j'ai une action pour l'intérêt agir. Voilà, je me bats depuis de nombreuses années. Je sais, uniquement pour la mémoire de mon arrière-grand-père et de l'œuvre des parents, de mes oncles et ainsi de suite. Et pour la sauvegarde de l'emploi, surtout. Parce que je dis... Si les actionnaires sont rincés, ce qui est une chose et ce qui est en train de se produire avec le plan Naouri, ok, si c'est pour sauvegarder l'emploi. Mais là, même pas. Là, on va détruire déjà tous les gens du siège ou les 3/4 des gens du siège, les entrepôts et ainsi de suite vont être sur le carreau. Bon, le personnel des magasins va être pris dans des conditions un peu moins bonnes. Bon. Il sera repris. Ça fait partie du jeu. Les indépendants, les avantages sociaux sont moindres.
Bon, on peut le comprendre et tout ça. Mais si vous voulez, il y avait d'autres choses à faire. Il y avait d'autres choses à faire, et notamment tout simple, à partir du moment où si on avait laissé Maître Rally en liquidation judiciaire, ouais. Ça ouvrait la possibilité de reprise de l'intégralité de la société, notamment par un groupe. Pourquoi je dis Carrefour ? Parce que Carrefour est comme nous le seul groupe coté en bourse. Auchan ne l'est pas, les indépendants ne le sont pas, et Carrefour a réalisé une grosse opération, donc n'a pas forcément la trésorerie nécessaire disponible, mais avec l'écrasement d'une part des dettes bancaires et des créanciers, à partir du moment où on aurait su précisément de combien c'était, Carrefour aurait pu dire « je fais une offre publique d'échange sur l'intégralité du groupe Casino », en sachant que, bien sûr, l'autorité de la concurrence les aurait obligés à vendre un certain nombre de magasins à des confrères. Ah, bien sûr, parce qu'il y avait toutes les dettes. On sortait vers le haut, Carrefour n'avait pas d'argent à débourser. Le reste des créanciers qui n'étaient pas écrasés auraient pu être payés en actions Carrefour. Donc ça les intéressait au développement international du groupe. Les salariés qui étaient actionnaires auraient pu toucher. D'accord, c'est votre plan. Xavier Kemlin, j'ai bien compris, je crois qu'on a bien entendu l'alternative, mais aujourd'hui, elle a peu de chances de se passer, ou vous pensez qu'il y a encore pour vous des chances ? Dernière question. Je pense qu'il y a encore des chances si les autorités publiques réagissent et si il y a une conscience collective qui dit non, écoutez, c'est pas possible de laisser détruire Casino, c'est pas possible de laisser rincer comme ça les salariés, les actionnaires, les minoritaires et ainsi de suite. Voilà, c'est scandaleux. D'ailleurs, pourquoi il n'y a qu'eux qui ont le droit de participer à l'augmentation de capital et non pas les actionnaires actuels. Et donc, on partie des salariés. Les salariés ont une grosse part du capital de Casino. En tout cas, ils ne l'ont peut-être pas demandé. Et en tout cas, on va suivre cette affaire. Merci Xavier Kemlin de toutes vos explications. Il y a quand même quelque chose. Casino, c'est emblématique. Casino, c'est emblématique, pas seulement à Saint-Étienne et la région de Rhône-Alpes, mais dans toute la France et dans le monde. Donc, on va suivre cela. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On marque une courte pause sur Sud Radio. Merci à vous. Et après, on va parler des agriculteurs en colère. On sera en direct avec le président des jeunes agriculteurs du Lot-et-Garonne. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ils arrivent sur Paris, 85 départements impactés. La colère des agriculteurs ne s'arrête pas, ne diminue pas. Les défilés, les manifestations, les blocages d'autoroutes se multiplient, en tout cas à l'heure où l'on parle. Et donc, ça fait déjà quelques jours qu'on en a parlé. Et encore une fois, rappelons-nous que dans un silence assourdissant, je le dis ici, nous étions pratiquement les seuls à parler de ce qui se passait en Allemagne, alors que c'était dans vraiment le blackout presque total. Donc aujourd'hui, c'est en France, et alors évidemment, ça concerne tout le monde réagit, etc. Nous sommes avec Jean-Charles Rossi, qui est président des jeunes agriculteurs du Lot-et-Garonne. Bonjour Jean-Charles Rossi. Bonjour. Dites-moi, alors le Lot-et-Garonne, ça a été effectivement le point géométrique, le lieu géométrique, j'allais dire, de la colère des agriculteurs. On a vu que à Agen, la préfecture du Lot-et-Garonne en a pris, j'allais dire, plein la figure, si je peux me permettre cette expression. Il y a eu aussi, on en a parlé, l'accident mortel à l'Ariège, le drame le drame terrible qu'il y a eu. Et puis, il y a un peu partout des hypermarchés ou des supermarchés, Leclerc un peu attaqués, des préfectures, effectivement, etc. Alors, Jean-Charles Rossi, on a eu, je vous le dis, avant-hier, la présidente de la coordination rurale, et on est... Notre amie Karine. Voilà, exactement, Véronique Le Floch. Et on a aussi, mais
Moi, il y a quelque chose que je voudrais dire, et je voudrais vraiment avoir votre sentiment, votre avis. Parce que quand on parle des agriculteurs, il y a agriculteurs et agriculteurs. Il y a les gros agriculteurs, et c'est pas du tout pour diviser, au contraire. Et puis il y a les agriculteurs qui gagnent leur vie de la façon dont on sait. Hein. On a reçu aussi des veuves d'agriculteurs après les suicides. Donc, est-ce que, franchement, il n'y a pas des intérêts divergents dans ce mouvement? Et je ne dis pas ça du tout ni pour le diviser, ni pour l'atténuer, au contraire. Mais je voudrais avoir votre sentiment là-dessus. Non, il n'y a pas de différence dans le sens où aujourd'hui, quand vous regardez les rapports faits des SOAGIA sur les doléances soumises à l'État, il y a 140 demandes différentes. On est vraiment sur chaque secteur en fonction de tous les paysans, de toutes les productions, à proposer vraiment des choses au cas par cas. Aujourd'hui, on voit tout aussi bien à côté de chez nous des paysans à 50 hectares, 20 hectares qui sont au bout du rouleau comme un voisin à 1000. Et c'est une réalité aujourd'hui, tout le monde a des charges en fonction de ses surfaces, investit en fonction de ses surfaces. Ouais. C'est une question de prorata, on a tous les mêmes risques. Et à plus risque élevé d'ailleurs, quand on a des surfaces qui se multiplient, les montants sont démultipliés. Mais il n'y a pas de différence entre, je dirais, inconsciemment, entre petit et un gros paysan. On est tous dans la même barque. Oui, sauf que, pardon, certains gagnent, et tant mieux pour eux, je veux dire, des dizaines de milliers d'euros, en tout cas 10 000 à 20 000 euros, et certains gagnent 800 euros. Alors, ça fait une différence. Vous pouvez gagner 10 000 à 20 000 euros par mois, par année, un chiffre net? Non, mais je parle des gros céréaliers, je parle de tout ça. C'est quand même, et tant mieux, encore une fois, comprenez-moi, je ne fais pas de la contestation sociale. Je dis que quand même, il y a des différences. Quand vous dites qu'il n'y a pas de différence. Il y en a toujours eu des différences. Il y a toujours une différence entre monsieur qui est exilé au fin fond de la Creuse ou dans un secteur comme le Nord-Agenais où c'était très compliqué pour l'élevage, ou quelqu'un qui fait de la semence ou des patates ou de l'arbre. Ouais. Mais encore une fois, leurs charges derrière sont démultipliées. C'est pareil. Ouais, d'accord. On a les mêmes risques à échelle différente. On ne peut pas dire qu'il y en a qui gagnent très bien ou pas bien. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont gagner plus de sous à la fin d'année que d'autres. Ça, c'est une évidence. Ça dépend du risque que chacun prend, des cultures que chacun prend et du travail qu'on effectue au long de l'année. D'accord. Non, mais d'accord. Alors aujourd'hui, vous en êtes où exactement? C'est-à-dire, quels sont aujourd'hui alors il y a eu plusieurs réunions à Matignon, ailleurs avec le gouvernement. Apparemment, ça n'a pas encore, en tout cas pour le moment, donné ses fruits. On va pas faire évidemment l'inventaire de tout, mais qu'est-ce qui est la chose la plus importante, Jean-Charles Rossi, aujourd'hui, ou les revendications les plus importantes que vous attendez d'être satisfaites par le gouvernement? Mais aujourd'hui, clairement, les points phares que tout le monde a en commun, c'est le GNR en premier lieu, les hausses de la RPD, la redevance de la pollution diffuse, qui est une taxe, encore une fois arbitraire, hein. On augmente à tant de pourcents sur les produits phytopharmaceutiques parce qu'on augmente, sans justification aucune. Les 100% de hausse sur les tarifications de l'eau, là encore une fois, pour toute cette production alimentaire directe, c'est une catastrophe. Ouais. La sauvegarde aussi de la filière avicole. J'ai encore un collègue à côté de moi qui est en une crise il y a 2 jours. On vend à l'Ukraine des armes, mais en côté, on importe des poulets détaxés. Ouais, on se suicide nous-mêmes, c'est catastrophique. Et même de l'autre côté, il y a encore aussi à prendre en compte tout ce qui est facteur au niveau PAC par rapport aux semis hivernaux qui ont été catastrophiques, aux implantations de couverts. Et surtout d'arrêter l'idiotie administrative, de pouvoir réguler notamment nos charges, nos déclarations, éviter de faire contre soi contrôle. Encore cette année, à mon titre privé, j'ai fait 2 enquêtes, 3 contrôles. Non mais je suis pas abonné pour faire du bureau. Je suis paysan. Oui, vous voulez dire on vous noie dans la papasserie que vous êtes obligé de faire, quoi. C'est ça. Tout à fait. Et en plus je suis allergique au stylo, donc c'est compliqué. Oui, mais dites-moi, d'un côté alors quand même, regardons, il y a Mercosur, l'Argentine, le Chili, etc. D'un autre côté l'Ukraine. On vous impose, on impose en tout cas, dans les accords de libre-échange, c'est même plus l'Europe, c'est le monde. Et d'un autre côté, vous avez les dictats européen, il faut le dire. Mais c'est catastrophique, ça fait aussi partie des résolutions qu'on demande, l'arrêt de ces accords de libre-échange. Et c'est pire qu'un diktat, c'est affreux, c'est l'esclavagisme. On se tue à petit feu pour le plaisir. On va importer des produits de l'autre bout du monde qui sont classés AGE 3 ou bio selon les normes du pays. Une fois importés chez nous, c'est encore pire que le conventionnel d'il y a 20 ans. Oui, c'est ça. On est l'agriculture la plus vertueuse du monde, élue 4 fois d'affilée.
Et encore, on nous demande norme sur norme, on va blanchir encore sur les normes européennes avec la France. Non, mais ça commence à être pénible, ce système-là. Je sais pas, moi, j'aime bien la neige, mais être aussi blanc que ça va être compliqué de venir aussi par là. Mais ce qui est hallucinant, quand on vous écoute, et on le sait, mais pourquoi? C'est quoi? C'est du masochisme ou quoi, de décider de dire, non. C'est quoi? C'est pas du masochisme. Si vous voulez, aujourd'hui, en temps d'écoute, aujourd'hui, on est visible parce qu'il y a de la casse, parce qu'il y a des gens qui font des débordements, parce qu'il y a de la fumée. Ouais. En temps normal, qui c'est qui a eu temps d'écoute? Les gens qui sont proches du feu, proches de Paris ou autres, ils ont fait 2,4 ou 3,% et quelques au présidentiel, les écologistes ou autres, qui ne représentent que dans notre pays, des ayatollahs de l'écologie idiote, parce qu'au final, ils ont qu'à venir vivre dans la campagne et chercher à produire de manière raisonnée, intelligente, comme on le fait, à vivre avec le terroir, avec les zones, et non pas dire « je veux des couverts végétaux ». Oui, mais est-ce que tu connais le climat pour les implanter ? Est-ce que tu sais quelle culture je peux faire chez moi? Est-ce que tu t'es renseigné sur la teneur de mon sol en matière de pH, à savoir si je peux produire de tout ou de rien? Non, il y en a aucun qui le fait. Donc ils sont en train de vivre entre goudron et béton. Des fois, il y a un arbre au coin de la fenêtre. Et ils vont nous dire, toi, dans le sud-ouest, là-bas, tu vas arrêter ton maïs, tu vas faire du blé. Et tu vas faire aussi beaucoup de légumes. Mais mon gars, mais viens les implanter au bon moment. Il serait temps que les écologistes aillent justement, reviennent ce qu'ils veulent soi-disant aimer, la nature. Mais ils y sont pas. Ils ont tous perdu le lien à la terre. Regardez depuis combien de générations ils habitent en ville. Ben oui. Merci Jean-Charles Rossi. On continuera d'en parler avec vous et on va continuer évidemment de suivre cela. Merci, président des jeunes agriculteurs du Lot-et-Garonne. On marque une courte pause. On se retrouve après les informations de 13h. On sera avec Vincent Jeanbrun, le maire de l'Haye-les-Roses, qui vient nous voir pour son nouveau livre Les Deux France. À tout de suite sur Sud Radio. Des traboules de la Croix-Rousse à Saint-Georges, de la Pardieu au quartier des Pentes, de la place des Jacobins aux rives de la Saône, Sud Radio arrive à Lyon, la Perle du Rhône, à partir du 29 janvier sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Un peu de douceur dans ce monde brut, une petite déclaration d'amour que nous avons recueillie sur le plateau de C'est à vous sur France 5, qui date il y a 3 ou 4 mois, mais on ne pouvait pas ne pas la partager avec vous. Elle est tellement belle. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Oui, mais là, il ne s'agit pas de polyester. Il s'agit d'Alain Duhamel, c'est le célèbre journaliste, éditorialiste Alain Duhamel, qui depuis 50 ans nous ravit dans les médias avec cette rebellitude, cette espèce d'esprit révolutionnaire qui est son apanage et son ADN. Comme vous le savez, Alain Duhamel s'est toujours opposé à tous les pouvoirs depuis 50 ans et c'est pour ça qu'il a une position très marginale dans les médias. Non, sérieusement, c'est un bon journaliste, mais voilà ce qu'il disait sur le plateau de C'est à vous en septembre 2023, C'est à vous sur France 5, et il parlait de qui? D'Emmanuel Macron, bien sûr. Formateur, pas simplement réformiste, il aime réformer, et il pense que c'est nécessaire. Oui, il est audacieux. Voilà, dans un pays qui n'en a visiblement pas envie, et qui se sent déjà bousculé partout. Et alors, moi j'ai une thèse... Bon, c'est indémontrable tel quel, mais enfin, moi, c'est mon interprétation. Je pense qu'il incarne le 21e siècle, c'est-à-dire tout ce dont les Français ont peur. Le nouveau monde incertain. La mondialisation, la numérisation, l'intelligence artificielle, tout ce dont les gens se disent, mais qu'est-ce qui va nous tomber de plus sur la figure? Il est trop en avance, en quelque sorte, à contre-temps. Il est trop de son époque dans un pays qui n'a pas envie d'être de son époque. Et évidemment, ça complique les choses quand même. Alors là, franchement, c'est une perle que je ne pouvais pas ne pas sortir de son écrin. C'est formidable. Il n'est pas seulement réformateur, il est formateur, il est audacieux. Et la thèse d'Alain Duhamel, c'est que voilà, Macron incarne le 21e siècle et ils n'ont pas compris, les Français n'ont pas compris. Ils sont un peu, faut bien dire, un peu étroits, un peu bornés. Ils n'ont pas compris que ça leur fait peur, le 21e siècle. Et oui, parce que le grand problème de la France, c'est l'intelligence artificielle, c'est tout cela, c'est la numérisation. C'est vrai, ils ont peur. C'est vrai, et ils ne comprennent pas, il est du 21e siècle.
Et ce qui se passe en ce moment du côté de la terre, ce qui se passe en ce moment du côté de la violence, ce qui se passe en ce moment du côté de l'insécurité, ce qui se passe en ce moment du côté des retraites. Oui, mais ça c'est vieux, ça. Vous allez voir, c'est le 21e siècle. Il faut pas penser à tout ça. Tout ça, c'est extraordinaire. Moi, je suis absolument fasciné par ces gens qui sont dans leur bulle. Ces gens brillants, intelligents, mais attention, dans la bulle. Ils ne sortent pas de leur bulle. Ça fait 50 ans qu'ils ne sortent pas de leur bulle, et ils sont là, et ils pérorent, et ils analysent, et ils disent, voilà, vous comprenez, Macron, c'est le génie du 21e, mais vous, pauvre, un peu, allez, je veux pas dire plouc, vous êtes resté encore dans le passé. Voilà, ça s'appelle la modernité médiatique, et on aime ça. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Sud Radio face-à-face aujourd'hui avec André Berkov qui reçoit Vincent Jeanbrun, maire LR de l'Haye-les-Roses, auteur de ce nouveau livre, Les Deux France, c'est aux éditions Albin Michel. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. D'abord, je suis en général assez heureux de recevoir un certain nombre de maires, parce que, encore une fois, il faut le rappeler, aujourd'hui, on voit très bien dans la dégradation de la fonction publique et politique, eh bien, les maires tiennent la route. Les maires tiennent la route, pourquoi ? Parce que ils sont de la proximité, ils sont de la gestion de leur municipalité, de leur ville, etc. Et les résultats, on les voit. Il n'y a pas cette espèce de grande promesse, et puis on verra, et puis on vous s'assure que, etc. Parce que si on les assure et que ça ne tient pas, eh bien, ça se voit assez vite. C'est pas du tout la même chose. Et vous, Vincent Jeanbrun, j'ai lu votre livre, et vraiment que je recommande, et qui est un livre à la fois de clarté et à la fois de courage, et surtout avec ce que vous avez vécu, hein, je le rappelle, on va pas raconter tout, vous le racontez très bien dans votre livre, mais le 1er juillet 2023, c'était en plein dans les manifestations suite à Naël, suite aux revues d'obtempérer, la mort de Naël. Ce qui s'est passé, effectivement, il fallait protéger votre mairie, et puis simplement, dans la nuit, en pleine nuit, vous avez été averti, votre femme, voilà, on attaquait votre maison, votre domicile, votre femme, vos enfants, à la voiture bélier, et ils ont été blessés, votre femme a été blessée, et vous racontez cela, et c'est quelque chose, c'est une chose soit de regarder de loin, soit de commenter, etc., soit c'est une chose aujourd'hui de vivre dans sa chair, ou en tout cas personnellement, ce qui se passe. Et après ça, vous vous êtes dit, bon, il faut quand même que je parle au-delà de ce qui m'est arrivé, au-delà de ce qui est arrivé à l'Haye-les-Roses, au-delà de ce qui est arrivé en France, évidemment. Pourquoi on est là? Et c'est vrai que on sent votre sidération au départ, parce que la violence, c'est la violence, et on serait tous, en tout cas, vous avez eu une réaction, je sais pas, mais si tous l'auraient, mais c'est ça. Et alors, je voudrais savoir, au fond, aujourd'hui, avec le recul, nous sommes en fin janvier 2024, ça fait à peu près 6 mois, avec un peu de recul, vous dites quoi? On a vécu quand même la guerre, une certaine guerre? Je dis, c'est pour ça quand vous avez parlé de manifestation après la mort de Naël, on a peut-être eu une manifestation le jour même, enfin le lendemain, mais ensuite ce que nous avons vécu dans les quartiers de France et dans près de 500 communes en France, c'était pas juste de la violence urbaine et encore moins de manifestations. On était sur une guérilla urbaine, ce que j'appelle une insurrection urbaine. Et j'insiste là-dessus parce que c'est aussi un des objets qui fait que j'ai décidé, après avoir beaucoup hésité, de faire le livre. C'est parce que je vois bien qu'il y avait une tendance à effacer ces événements pour mieux les oublier et ne pas en avoir à tirer le bilan. Vous comprenez que pour moi en tant que maire, et a fortiori pour moi en tant que père de famille, il est inentendable que ce soit oublié. Et ce qui ne doit pas être oublié, c'est pas qu'il y a eu quelques voitures brûlées et des poubelles brûlées. C'est que pour la première fois dans notre histoire, de manière très organisée et à l'échelle de tout le pays, on a eu des Français, des enfants élevés dans les écoles de la République, qui se sont levés, ont pris les armes, parce que oui, il y avait des armes, il y avait des haches, il y avait des piolets, il y avait des baramines, il y avait des mortiers, il y avait des cocktails Molotov, pour aller attaquer les symboles de la République, les symboles de l'ordre républicain. Je le raconte dans le livre, les collègues maires qu'on se retrouve à l'Élysée la semaine après les émeutes, et le nombre de collègues qui me disent, mais vous savez, dans ma ville, il y avait 2 bâtiments identiques,
celui qui a été attaqué, celui qui a été pris pour cible, c'est celui qui a été pavoisé, celui qui avait un drapeau tricolore sur sa façade. C'est bien que là, on n'est pas juste je saccage, j'ai une humeur que je démontre par la violence et le saccage. Je saccage les premiers trucs qui m'arrivent devant. On était ciblés, nous avons été ciblés, les symboles de la République et les élus de la République, tout comme d'ailleurs, pour être honnête, nos policiers sont ciblés depuis bien longtemps. Et on voit aujourd'hui que, oui, il y avait quelque chose de l'ordre de la guerre civile, parce que évidemment, on a attrapé ce qu'on appelle les queues de comète, des petits jeunes, très très jeunes, qui sont descendus de la tour à la dernière minute, mais qui n'étaient pas au cœur de l'organisation. Moi, ce que j'ai vu sur ma commune, c'est des organisations quasi militaires. On avait, les policiers avec lesquels j'ai pu échanger me disaient, on est sur les modèles Black Bloc. Quelque chose préparé, vous voulez totalement dire. Structuré, préparé. Ouais. Je le dis parce que peut-être que c'était pas le cas dans toutes les villes, mais chez nous, il y avait des éclaireurs sur leurs scooters qui allaient repérer si la police venait ou pas. On avait les fantassins qui étaient armés de ce que j'expliquais à l'instant, de haches, de barabines, etc. On avait derrière le gros de la troupe, ou plus exactement la logistique, dans une camionnette dont on avait pris soin de masquer les plaques, dans lequel ils pouvaient aller reprendre de l'essence pour les cocktails Molotov, des mortiers. Et puis derrière, vous aviez tous les artificiers là, qui bombardaient ça. Ça, pardon, mais c'est pas un mouvement d'humeur, c'est une insurrection. Et j'ai des policiers municipaux que je tiens à saluer à votre micro parce que ce sont des héros à mes yeux, dont certains ont connu des champs de bataille, ont été par exemple au Kosovo participer à des conflits et nous ont dit qu'ils avaient retrouvé tous ces ingrédients-là sur ce qui s'est passé cet été. Alors oui, ce serait insupportable que ça soit oublié et surtout, je vais vous dire, ce serait insupportable qu'on n'en tire pas de leçons, car ça peut recommencer à tout instant. Les ingrédients sont là, on n'est pas plus près qu'il y a 7 mois maintenant. Et évidemment, si je suis à votre micro aujourd'hui, c'est parce que moi, je ne peux pas me lever le matin et dire à mes enfants rien n'a changé après ce qui nous est arrivé. Donc je me bats et je vous remercie de me donner la parole aujourd'hui. Mais Vincent Jeanbrun, moi je vous remercie d'être là parce que enfin vous êtes honnêtement assez peu nombreux à tenir ce langage en disant oui insurrection, oui quand même. En tout cas, pas de début de guerre civile, mais quand même quelque chose qui y ressemble assez. Vous savez, c'est ce face-à-face dont parlait un autre maire, paix à son âme, Gilbert Colombe, le maire de Lyon, enfin l'ex-maire de Lyon. Mais quelque chose qui moi, me frappe beaucoup, c'est qu'effectivement... non pas l'oubli est retombé, mais parlons justement, votre livre s'intitule « Les deux France ». Et vous avez commencé par dire « oui, mais c'était les Français nés en France, tout ça ». Mais pourquoi ne se sentent-ils pas français? Puisque vous avez dit que le dénominateur commun, ça a été s'attaquer au symbole de la République où il y avait des drapeaux. Donc, ces personnes-là, ils sont peut-être français, ils ont un papier français, ils ont une carte d'identité française, mais visiblement, ils ne se sentent pas français. Qu'est-ce qui s'est passé? Le livre s'appelle « Les deux France », celle du chaos, celle du sursaut. Et oui, j'affirme, et c'est peut-être la plus grande leçon que j'ai appris à l'occasion des émeutes, qu'il y a aujourd'hui un adversaire à combattre. Vous savez, moi je suis un enfant des quartiers populaires de ma ville, et j'ai grandi à La Île-et-Rose, et j'ai grandi dans les bars HLM de La Île-et-Rose. Mon père était chauffeur-livreur, je le raconte dans le livre, ma mère femme au foyer. On n'a rien à apprendre sur ce que c'est qu'un quartier difficile. Pour autant, moi j'avais de l'espoir et mes parents étaient sûrs qu'on s'en sortirait parce que on était dans le droit chemin finalement. Et on avait l'amour de la République française et de ses règles. Aujourd'hui, celles et ceux qu'on vient d'évoquer qui sont effectivement nés en France, qui ont été à l'école de la République, probablement que si on leur pose la question, se sentent français. Mais visiblement, cette France à laquelle ils pensent appartenir... Excusez-moi de vous interrompre. Il y a eu des reportages où on leur demandait dans une salle de classe de français, non. Oui, parce que ils avaient la carte d'identité. Là où je veux en venir, c'est que probablement, c'est le modèle d'organisation sociale de notre République aujourd'hui qui leur pose problème. C'est-à-dire que l'égalité des droits entre hommes et femmes aujourd'hui est considérablement remis en question dans ces endroits-là. Le respect des règles et de l'ordre républicain est considérablement remis en question, etc. Pour dire les choses, la France du chaos et la France du sursaut, elles se résument comme ça. La France du chaos, c'est celles et ceux qui veulent mettre à bas l'ordre républicain. Ceux qui veulent créer d'autres règles du jeu. Ça passe évidemment par ceux qui attaquent la République de manière physique, ce que j'appelle les caïds,
les mafias, les gangs qui, eux, vont jusqu'à brûler, agresser, confronter, détruire tout ce qui est le symbole d'autorité républicaine. Et puis on a une deuxième force en présence qui est très active et plus difficile à combattre, ce sont les séparatistes. Ce sont celles et ceux qui ont une idéologie différente de l'idéologie républicaine, avec, on vient de le dire, la question de la position de la femme dans la société, la position de l'organisation sociale dans la société, et des valeurs qui sont véhiculées aujourd'hui, qui ne sont plus celles de la République française. Ça, c'est la France du chaos. Moi, je suis pour autant, et je veux rester très optimiste, parce que je crois aussi qu'il y a déjà une force du sursaut qui est à l'œuvre. Tous ces policiers qui continuent à se battre pied à pied alors qu'ils ont un métier horrible, les médecins qui continuent à les soigner dans les quartiers, les profs qui restent dans les quartiers alors que tout pourrait les pousser à demander une mutation. Et il y a plein d'autres exemples de cette façon-là. Peut-être les élus locaux aussi qui continuent à se battre et à y croire. Il y a cette France du sursaut. Et au milieu, on a les Français que j'appelle de mes voeux à se mobiliser. Parce qu'en fait, ne pas se mobiliser aujourd'hui, c'est cautionner d'une certaine manière la France du chaos. Cette France du chaos, elle est minoritaire aujourd'hui en France. Emmanuel Macron parlait de 10 000 émeutiers. On a peut-être une centaine de milliers d'individus qui aujourd'hui combattent l'ordre républicain avec beaucoup d'énergie. Nous, on est 67 millions et on peut se battre, on peut gagner. On va en parler, on va continuer d'en parler avec vous, Vincent Jeanbrun. Il y a beaucoup de questions et effectivement, là, c'est au cœur de ce qui se passe dans ce malaise français après cette petite pause. Et avec vous, 0826 300 300 pour réagir, pour poser vos questions sur Sud Radio et au maire Vincent Jeanbrun qui est avec nous aujourd'hui. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci à toutes vos équipes pour la radio du rugby parce que grâce à vous, on peut suivre les matchs et c'est juste génial. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et Vincent Jeanbrun, le maire de l'Haye-les-Roses, avec un livre de sincérité, de lucidité, les deux France. Alors, vous avez parlé, on vient de l'évoquer, la France du chaos et la France du sursaut. Mais, et vous dites justement, entre les deux, alors justement, vous citiez Emmanuel Macron qui dit, oui, ils sont quelques milliers de ces métiers, on dirait 100 000. Mais, Vincent Jeanbrun, vous savez très bien, les leçons de l'histoire, on les retient. Ils étaient combien à être nazis dans l'Amérique, dans l'Allemagne avant Hitler? Ils étaient 5 à 10 000, les nazis. Rien, ça comptait pas. Combien de bolcheviks dans la Russie d'avant l'URSS? Minorité de chez minorité. Combien de fascistes d'avant Mussolini, etc., etc. C'est-à-dire, alors je ne dis pas que ça va être ça, hein, je ne fais pas de comparaison n'est pas raison. Je dis simplement que, malheureusement, il faut quand même dire, une minorité agissante et organisée peut quand même faire de sacrés dégâts. Vous avez parfaitement raison. La menace est bien réelle. Et c'est très important que les auditeurs, mais je pense que les Français, se rendent compte qu'il y a une vraie menace. Quand j'étais gamin, on m'a appris à aimer la République française. La France et la République française. Mes grands-parents qui étaient d'origine italienne, ils sont arrivés en France, ils ont dit à ma mère qui s'appelait Marinella, tu vas t'appeler Marielle, et on va parler français à la maison. Ils aimaient la France, vraiment. Et à tort, j'ai grandi avec l'idée que la République était tellement puissante, tellement forte, tellement invincible que jamais elle ne pourrait perdre. Et ce que nous apprend ces émeutes, même si on le sentait depuis un petit moment, c'est que la République, c'est absolument pas une évidence. C'est un bien précieux qu'il faut défendre. Et il y a trop de personnes en France qui aujourd'hui pensent que il suffit d'invoquer la liberté, l'égalité, la fraternité pour que toutes les portes s'ouvrent et que les violences s'arrêtent. Ce n'est pas vrai. Il y a une menace, elle est concrète, c'est la France du chaos dont on parlait tout à l'heure. Et parce qu'on désigne l'adversaire, alors on peut s'organiser pour le combattre et gagner, parce que moi je reste très positif et je suis convaincu qu'on peut gagner. Je suis convaincu qu'on peut gagner parce que si on a le courage de dire que la République elle est fragile, alors on a le courage de la défendre. Et j'emploie un mot qui, pardon, peut choquer, mais je crois qu'il faut faire du prosélytisme républicain. Il faut que la République, on aille la replanter dans les esprits, dans les cœurs, en rappelant les règles du jeu. Et effectivement, quand on a des règles claires,
on est capable d'accueillir ceux qui ne connaissent pas la France, et on est capable de dire à ceux qui sont sur le sol de notre pays, c'est ça les règles du jeu. C'est comme ça qu'on vit sur le sol français, et c'est comme ça qu'on avance ensemble. Et si tu n'es pas content, si ça te pose un problème, à ce moment-là, attention, tu sors du pacte social. Alors Vincent et ça Jeanbrun, fait une vraie différence. Oui, alors Vincent Jeanbrun, alors je vais vous répondre. Obligation de quitter le territoire français. 6% d'application, hein. C'est-à-dire, bon. Deuxièmement et surtout, vous dites, et à juste titre, nommer l'adversaire. Mais franchement, est-ce qu'on le nomme? Et ce que je veux dire qu'on le nomme, il ne s'agit pas de stigmatiser, de mettre des étiquettes. Mais qui sait? C'est-à-dire que si vous avancez sur tel ou tel terrain, et vous le savez, comme moi, comme beaucoup d'autres, tout de suite, vous êtes qualifié du sceau de l'infamie, raciste, extrême droite, ceci, cela. Or, ça n'a rien à voir. Moi, je suis maire. Je suis les deux pieds sur le terrain au quotidien avec mes équipes. Et je ne fais aucun procès d'intention à personne. Je dis ce que je vois, je dis ce que je constate, et permettez-moi de le dire avec maintenant ce que j'ai vécu. On a aujourd'hui dans des quartiers entiers, où les lois de la République ne s'appliquent plus. Où celui qui fait la loi, c'est celui qui a le monopole de la force. Car, il faut le dire dans notre pays, la République a renoncé en partie à son monopole de la force. Et donc, quand vous avez le caïd qui fait la loi, c'est la République qui recule, la violence qui avance, et la violence qui avance, c'est toujours le plus faible qui en paye le prix. On a dans notre pays 5 à 6 millions de Français qui habitent dans ce type de quartier et qui sont littéralement pris en otage. On accepte aujourd'hui que des millions de Français soient pris en otage par des caïds qui font régner la loi au pied de la tour. Et ça, aujourd'hui, c'est un de mes combats. D'autant plus que, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis un enfant de ces quartiers-là. Et aujourd'hui, ce qui était possible à mon époque de s'en sortir. Alors, déjà à l'époque, franchement, l'ascenseur social, il était un peu cassé. Mais on avait l'escalier. Quelqu'un qui en voulait, on pouvait monter. Aujourd'hui, vous voulez prendre l'escalier? Vous devez traverser un hall enfumé, rempli de dealers et de caïds. C'est ça la réalité de ces terrains. Et donc, il y a cette nécessité d'avoir un choc d'autorité. J'ai eu l'occasion d'en parler avec le ministre de l'Intérieur et avec la première ministre à l'époque qui m'avait invité à témoigner après les émeutes. Et je leur dis, c'est le préalable à tout le reste. On doit ramener les lois de la République dans ces quartiers. Parce que sinon, comment voulez-vous que les honnêtes gens qui sont encore dans ces quartiers puissent aimer ou faire confiance à la République? Vous savez, il y a un monsieur dans le pire quartier de ma ville aujourd'hui, d'où sont sortis les émeutiers. Je vous le raconte rapidement et brièvement, mais globalement, il nous dit, voilà, première nuit, ma fille se fait embêter quand elle rentre du travail un peu tard. Il appelle la police, désolé, on n'a pas d'équipage, on fait le maximum, etc. Deuxième soir, c'est plus juste des mots, elle se fait pas juste siffler, ils la suivent jusqu'à son hall d'immeuble. Rebelote, oui, mais vous comprenez bien, on peut pas surveiller toutes les cités, tous les abribus. Troisième soir, il la touche. Heureusement, rien de grave, mais il la touche. Qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur? C'est un père de famille. Eh ben, il descend de sa tour, il va dans la tour numéro 4. Parce que tout le monde sait exactement où sont les caïds et les dealers. Il monte au bon étage et il dit « Je vous en supplie, faites en sorte que ma fille puisse rentrer en sécurité le soir. » Il le demande à qui? À celui qui a encore le pouvoir, le monopole de la force, le parrain de la mafia. Vous vous souvenez de ce film Le Parrain? Où au tout début, il y a le mariage de sa fille, il y a quelqu'un qui vient le voir en disant « S'il vous plaît, vengez ma fille qui s'est fait agresser. » Et ben c'est ça auquel on assiste. Et donc, on veut replanter la République dans le cœur des gens. Il faut qu'elle redevienne efficace, et pour ça, il y a un choc d'autorité. Je fais des propositions dans le livre, j'en fais encore aujourd'hui, parce que je travaille sur un plan anti-relégation. On va en parler. Je pense que c'est fondamental. On reprend juste après cette petite pause, et puis avec les auditeurs, Esteban. Oui, au 0826 300 300, vous témoignez, vous nous appelez, vous posez vos questions, vous réagissez sur les réseaux sociaux de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h31 sur Sud Radio, on est toujours avec Vincent Jeanbrun qui vient nous voir pour ce nouveau livre Les Deux France, c'est aux éditions Albin Michel. Les Deux France, et justement on parlait de cela et comment sortir de ce qui est pas simple, hein, facile à dire, beaucoup plus difficile à faire, on le sait. Mais justement, vous parliez de Vincent Jeanbrun, vous dites quand vous êtes allé voir que ce soit le Premier ministre ou le Président de la République, le choc d'autorité, ou avec Gérald Darmanin ou autre, le choc d'autorité.
Mais il est où le choc d'autorité? Vous parlez vous-même, d'ailleurs, vous le dites un peu il y a un chapitre de votre livre, vous dites que vous êtes reçu par le président de la République avec tous les maires, enfin avec un certain nombre de maires, et vous dites, parce que moi j'ai été très frappé par la scène, sincèrement, et sans aucun parti pris politique, vous dites au moment là, je suis parti. Parce que j'avais rien à faire là. Ou en tout cas, rien ne venait, rien ne se passait. Ma femme sortait de l'hôpital ce jour-là, cet après-midi-là, donc je suis parti. Mais ce qui est certain, c'est que tous les maires hagards qui pendant plusieurs jours n'avaient pas dormi, tous ayant des histoires terribles à raconter. Les médias sont beaucoup focalisés sur l'attaque de ma maison, mais ça occulte d'une certaine manière tous les drames qui sont passés un peu partout pour beaucoup de collègues maires et beaucoup de villes. Et en fait, on est là à dire notre sidération et on attendait effectivement une réponse. Et à ce moment particulier, c'est pour ça que je dis ça ressemblait à une thérapie de groupe, c'est vrai qu'il y avait un côté simplement déjà de témoignage, on libérait la parole sur ce qu'on avait vécu. C'était utile, mais tellement frustrant de pas tout de suite embrayer sur des solutions. C'est vrai que le ministre de la Justice était venu nous voir en disant « Vous inquiétez pas, je vais distribuer des flyers pour rappeler les droits et devoirs aux parents dans les tribunaux ». Bon, ça laisse un peu sans voix au regard de ce qu'on avait vécu, quand nous, on demandait juste des munitions. Vous êtes tous regardés. Et le droit d'intervenir. Ah bah si, vous allez vous battre à coup de flyer, quoi. Là. Un peu compliqué. Donc, évidemment. Mais les mots étaient là. C'est-à-dire que l'écoute, on l'a eu. On a eu de l'écoute. La première ministre a réuni des maires à la Sorbonne, Elisabeth Borne. Il y avait donc le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et ils ont dit, on reprend vos propositions. Des propositions bêtes. Un policier municipal en France, on l'autorise, on lui fait suffisamment confiance pour être armé dans la rue. Mais on lui fait pas confiance pour ouvrir un coffre de voiture. On lui fait pas confiance pour avoir accès aux fichiers des personnes recherchées et on lui fait pas confiance pour faire un contrôle d'identité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, vous avez un type qui vient de kidnapper une petite fille qui est ligotée dans son coffre, on l'arrête pour excès de vitesse, on lui met une petite amende et hop, il repart aussi sec. Et on n'a pas le droit d'ouvrir son coffre. Aujourd'hui, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Les policiers municipaux n'en ont pas le droit. Et comme sur le terrain, globalement, parce que vu qu'on manque d'effectifs dans tous les autres corps, si on leur fait pas, enfin, vous vous rendez compte de l'absurdité de ce pays? On leur fait confiance pour porter une arme. Ils se baladent devant les écoles élémentaires, les collèges avec une arme à feu. C'est quand même qu'on leur fait confiance. Mais par contre, on ne leur fait pas confiance sur le reste. C'est inimaginable. Et je pense que là-dessus, ça coûtait rien de changer ça. Ça coûte pas un centime. La première ministre nous dit, banco, on vous a entendu, on va le faire. Le ministre de l'Intérieur nous dit, je le demande depuis longtemps, banco, on va le faire. Aujourd'hui. Et là, le ministre de la Justice monte sur scène et dit, alors oui, certes, mais un, on n'est pas prêt, et deux, c'est très compliqué parce que vous comprenez la Constitution, etc., etc. Et là, dans la salle, il y avait eu une espèce de je me souviens, d'ascenseur émotionnel de on est enfin entendu et ah oui, il va rien se passer. Voilà. Donc la vérité, c'est que on est 7 mois après et pour l'instant, rien n'a changé. Rien n'a changé. On a eu des mots qui vont dans le bon sens. Mais pour le moment, sur le terrain, je vais vous dire simplement, si les émeutes recommencent demain, on n'est pas plus près qu'hier. Et peut-être même que ce sera pire, parce que eux, les émeutiers, ils se sont bien entraînés. Ils se sont très très bien entraînés. Et en plus, ils auront beaucoup moins peur, parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait pas eu de sanctions. Il n'y a pas eu de répercussions. Dans ma commune, 5 nuits d'émeutes, plus de 200 émeutiers mobilisés au pic, pas une interpellation. Pas une. Pas une seule. Et pour une seule et bonne raison, c'est qu'il n'y avait pas de policiers physiquement disponibles pour le faire. Pour interpeller quelqu'un, il faut l'attraper. Pour l'attraper, il faut que physiquement il y ait un contact. Eh bien, et encore une fois, attention, quand je dis ça, je veux saluer le courage de tous les policiers. Ils étaient sur le terrain, mais ils étaient à un effectif pour défendre 5 villes, les 3 premières nuits, 5 villes, un effectif. Qu'est-ce qu'ils ont défendu? Le commissariat de police nationale qui était lui-même attaqué. Et on peut pas leur en vouloir, ils étaient dans leur rôle. Mais ça veut dire que les habitants... Moi, je vais vous dire, j'ai mon chef de la police municipale qui, le surlendemain, il venait de passer 2 nuits sur place à dormir sur un lit de camp. Et il me dit, vous savez, le plus dur pour moi, c'est ce moment où on a appelé le 17 et que plus personne ne répondait. On s'est senti terriblement seul. Mais voilà, moi je veux pas rester là-dessus, je veux qu'on trouve des solutions. Je voudrais justement, parmi les solutions, on en a beaucoup parlé, sur le logement social. J'ai vu ce que... dites-nous ce que vous voulez faire, par exemple, une des... Vous savez, une fois qu'on a le choc d'autorité qui est le préalable à tout, parce qu'encore une fois, sinon on n'a pas la confiance des gens, et bien effectivement, la deuxième étape... Je rappelle à nos auditeurs que Vincent Jeanbrun nous le dit, et il n'est pas le seul, que 7 mois après, pour le moment, rien ne s'est passé, soyons clairs.
On attend le passage à l'acte, effectivement, sur le chèque d'autorité. Et là aussi, je fais un certain nombre de propositions pour aller plus loin. Mais sur la question du logement, elle est fondamentale parce que c'est ce qui solutionnera sur le long terme la problématique. Moi, je suis un enfant de ces quartiers populaires, je les connais bien, et personne ne me fera le procès d'être un vilain élu de droite qui connaît pas les familles en difficulté. Vous avez Croyez bien, j'ai grandi dans ces tours, et en tant que maire, j'y suis régulièrement. Mais à un moment donné, le logement social, ça doit être temporaire, c'est-à-dire à un moment dans la vie. C'est la main tendue de l'État pour faire en sorte qu'on se loge dignement, pour pouvoir réussir sa vie par le travail et ensuite pouvoir s'émanciper et accéder à d'autres typologies de logement, ce qui d'ailleurs entre nous permet à terme de créer aussi un capital quand on peut devenir propriétaire de son logement. Pour ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, première mesure, fin du logement social à vie et accepter l'idée que comme dans le privé, il y a une logique de bail 3, 6, 9 et que le bailleur, ça paraît fou que ce soit pas le cas, il puisse tous les 3 ans faire un point d'étape avec la famille. Quel est votre niveau de revenu? Est-ce qu'il a évolué? Et puis en matière de sécurité, aujourd'hui, on a des gamins qui pourrissent, enfin des jeunes adultes qui pourrissent la vie d'un quartier entier. Ils dealent, ils menacent, ils trafiquent, ils frappent, ils agressent. Et aujourd'hui, on ne sait pas comment mettre ces familles en dehors du logement social, parce qu'à partir du moment où c'est pas fait dans l'appartement, le juge juge selon les textes, qui disent quoi? Qui disent, pour expulser quelqu'un, il faut qu'il y ait trouble de jouissance dans l'appartement et dans la résidence. C'est ça, la justice. Et dans la résidence, c'est dans la résidence, puisqu'ils sont dans le hall et compagnie. Mais si vous êtes dans la rue, ça marche pas. Et même dans le hall, vous voyez. Enfin, bref. Donc là, le bailleur, au bout de 3 ans, pardon madame, pardon monsieur, mais il y a une liste d'attente d'honnêtes gens qui méritent ce logement social plus que vous-même. Donc voilà. Et le but, c'est pas d'expulser les gens. C'est que parce que cette mesure d'expulsion existe, que tout le monde rentre dans le rang, ou en tout cas tous ceux qui sont prêts à le faire. Pour moi, ça c'est important. Deuxième chose, c'est la question effectivement du parcours résidentiel. Il ne s'agit pas de dire aux gens, bah, écoutez, ça fait 6 ans que vous êtes là, mais maintenant, allez, dépêchez-vous de filer dans le privé. C'est pas possible dans une région comme la région Île-de-France, par exemple. Le loyer privé est très compliqué. Donc on met en place un parcours résidentiel pour qu'il y ait des logements intermédiaires, de l'accession sociale à la propriété, où on aide la famille à devenir propriétaire, etc. Et le meilleur moyen d'arriver à ça, troisième proposition, le parcours de la résidence elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, on arrête de dire, dans ce quartier-là, il sera en logement social pour l'éternité. Voilà. On part du principe que le bâtiment, quand il peut devenir propriété privée. Exactement. C'est ça. Ouais. S'il est en mauvais état, on le démolit, on construit. S'il est rénové, on le rénove. Et on le rénove en disant, dans 10 ans, 15 ans ou 20 ans, en fonction de l'amortissement, on le vendra en priorité aux locataires et à celles et ceux qui seraient intéressés demain. Et je crois que ça peut faire toute la différence et justement mettre sur le marché des logements accessibles pour les familles. Vous voyez, c'est pas une question de droite ou de gauche, c'est du bon sens. C'est du bon sens. C'est du bon sens. Et d'ailleurs, entre nous, moi je vois bien les promoteurs qui viennent dans les villes dire on aimerait bien construire, etc. Je regarde les coûts au mètre carré. C'est pas étonnant que personne n'ait envie de vivre dans les logements sociaux. C'est pas insonorisé, les pièces sont pas aux bonnes tailles, les balcons sont mal pensés la plupart du temps. Alors après on négocie évidemment, je suis très exigeant avec les partenaires, mais si demain on dit ce bâtiment il a vocation à être vendu dans le privé, eh ben on construit pas pareil, vous verrez. En matière de fonctionnalité et d'esthétique, je peux vous le garantir. En tout cas, c'est vraiment à suivre. Et on se dit toujours, quand on entend ça, qui me paraît vraiment frapper au coin du bon sens, on dit pourquoi on n'a pas pensé avant, et pourquoi surtout, combien de temps on va mettre pour acter et actualiser et incarner il faut du courage politique pour ça, je crois. Et oui, la chose du monde peut être la moins partagée, je ne sais pas. On a du monde au standard, puisqu'on a Marc qui nous appelle depuis Béziers. Bonjour Marc. Bonjour Marc. Oui, bonjour André, bonjour monsieur, votre invité. Oui, monsieur Jean, bonjour. Allez-y. Bonjour, alors, on ne peut qu'adhérer à toutes les propositions de ce monsieur. Simplement, j'ai envie de vous dire que ça, c'est le résultat de 40 ans de laxisme, où on a voulu faire la politique de l'autruche et où on en est arrivé à la situation où on est à ce jour. Alors, je donne le bénéfice de la sincérité à ce monsieur, vu ce qu'il a subi et vu sa jeunesse, mais je rappellerai que c'est parce que le parti qu'il a choisi a... comment dirais-je,
Les Républicains, pour ne pas le nommer. Le terrorisme psychologique et intellectuel de la gauche qui ne veut pas de ces solutions-là et qui nous a mis dans cette situation. Et vous savez, le problème qui se pose maintenant, c'est que les gens vont préférer l'original à la copie. Donc tout ce que vous dites, ce sont des idées à la marge des partis que l'on dit maintenant extrémistes, comme le RN ou comme Éric Zemmour, qui a une politique, lui, libérale, économique. Donc j'ai envie de poser à ce monsieur la question, pourquoi vous avez opté pour les Républicains au vu du constat que je viens de vous faire? Moi merci pour cette question. Moi, je veux dire ce que j'ai sur le cœur. Moi, je me suis engagé assez jeune. J'ai toujours fait partie de celles et ceux qui avaient envie de s'engager et pas rester spectateur. Et je crois que déjà, j'ai envie de le dire en répondant à votre question, c'est si vous n'êtes pas content du système politique, engagez-vous. Ne laissez pas la politique aux politiques. La politique, elle est aux citoyens. Donc, engagez-vous. C'est vrai pour tous les sujets. Ça me paraît fondamental. C'est la clé pour que notre pays s'en sorte. Et surtout ensuite, dire que si vous ne vous occupez pas de politique, la politique, elle s'occupera de vous. Exactement. Donc il faut être clair là-dessus. Ensuite, sur les étiquettes, moi j'adhère à l'époque à l'UMP, au moment où Nicolas Sarkozy est ministre de l'Intérieur, avec justement un slogan qui était « Je refuse la fatalité ». Et moi, c'est ça qui me convainc. Je suis enfant d'une barre HLM, c'est compliqué, j'ai l'impression que le monde autour de moi est totalement injuste et dysfonctionnel, et je me dis, moi je veux que ça bouge. Et donc c'est ce souffle-là qui m'a attiré. Dans les valeurs de la droite que nous avons défendues à l'UMP et aujourd'hui aux Républicains, il y a notamment un sujet qui m'a toujours tenu à cœur, c'est celui de la méritocratie. J'en raconte quelques passages dans le livre, les ravages de l'assistanat. Le fait que l'assistanat dans notre pays a généré des situations ubuesques où vous avez des personnes qui perdent de l'argent en allant travailler et aujourd'hui font le choix rationnel de rester chez elles plutôt que d'aller bosser parce que sinon on y perd. C'est absurde, notre système marche sur la tête. Pour reprendre le slogan des agriculteurs auxquels on pense bien et qu'on salue, pour être très clair. Et donc je crois aux valeurs qui sont portées par cette famille politique. C'est pour moi très important. Après, je vais vous dire, après ce qui m'est arrivé cet été, le sujet, c'est pas telle ou telle étiquette. C'est notre pays et comment on apporte des solutions. Vous savez, pendant 5 mois, ma petite fille de 5 ans, tous les matins, me disait « Papa, est-ce que les voleurs ont été arrêtés cette nuit ?» Parce que pour elle, les voleurs, c'est les méchants, et papa, c'est le chef de la police municipale, donc c'est le chef de la police. Et pendant 5 mois, je ne savais pas quoi lui répondre. Je sais d'ailleurs toujours pas quoi lui répondre. C'est juste qu'elle s'est lassée de me poser la question. Et ça, vous voyez, c'est un moteur pour moi. On ne peut pas accepter dans ce pays que ça puisse recommencer, que d'autres familles puissent être agressées de la sorte. Et évidemment, c'est pas qu'une question d'élus locaux, hein. C'est les citoyens. Moi, je suis toujours frappé. Il y a plein de personnalités qui sont venues me voir en me disant, alors là, on est en train de faire des propositions de loi pour mieux protéger les élus. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, mais me protégez pas en tant qu'élu. Protégez-moi en tant que citoyen. Si on protège tous les citoyens, on protégera les élus avec. Oui, alors Vincent Jeanbrel, je reprends juste ce que disait Marc, pas spécialement sur les LR, encore que ça joue. C'est que ce que vous dites, vous, ici, très sincèrement, c'est pas du tout véhiculé de la même manière. Je veux pas nommer tel ou tel, on va pas faire de querelle de personne, c'est pas le problème, hein. Je vais parler de Rachida Dati. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'entend pas du tout, chez les maires comme vous, et chez certains députés ou ministres, le même langage. Ce langage que vous dites, vous êtes un élu aussi, pourrait dire oui, mais attention, moi je vais faire attention à mon électorat, je dois être élu, donc je vais faire attention, je vais pas dire ça. Vous faites pas ça. Vous dites voilà, il se passe ceci, cela. Vous venez de donner un langage, en tout cas, très clair. Pourquoi ne retrouve-t-on pas ce langage? Et ça, je crois que beaucoup de gens sont d'accord avec moi, au niveau, je ne sais pas, je dirais Élysée-Matignon, mais même au niveau du Palais Bourbon, ou au niveau du Sénat. C'est-à-dire qu'on entend toujours ça enveloppé. On met, on met du Haribo, on met du bonbon. C'est ça aussi le problème. On n'a pas du tout le même langage que vous avez vous, et vous voyez, je ne parle pas de tel ou tel parti, et le langage que devrait avoir n'importe quel responsable politique, en tout cas, qui n'est pas marchand d'excuses et qui n'est pas trafiquant d'excuses avec ce qui se passe en France. En vous entendant, il y a une citation qui me vient à l'esprit. Vous savez, l'homme politique pense à la prochaine élection, l'homme d'État à la prochaine génération. Alors on attribue à Churchill, on dit ça à quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Je sais pas non plus, mais je sais qu'elle pèse, elle est lourde de signification et de sens. Et c'est ça que j'ai envie de dire à Marc. Moi, avec ce qui m'est arrivé cet été, j'ai pas changé mes valeurs, et donc je suis toujours dans ma famille politique et je continuerai à la défendre avec cœur.
mais j'ai envie qu'on réussisse ensemble. Et en fait, la réussite collective, elle passe par la mobilisation de chacun. Et tant mieux si dans d'autres formations politiques, il y a des gens qui ont des bonnes idées, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on s'y mette tous pour sortir la France du chaos qui nous menace. C'est fondamental. Et moi, je le disais sur une autre antenne, mais j'ai une conviction, c'est qu'il n'y a pas de petits gestes quand on est 67 millions à les faire. Et en fait, cette bataille, pour la gagner, il faut qu'on soit des millions à faire notre part. Vous savez, c'est cette légende du colibri, ce petit colibri qui est dans la jungle face à ce mur de flammes parce qu'il y a un incendie. Tous les animaux sont tétanisés, ils n'osent pas bouger. Et vous avez le petit colibri qui, avec 2 gouttes d'eau dans son bec, va droit vers le feu et jette les gouttes d'eau sur le feu. Les autres se moquent de lui. Ils lui disent, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu sers à rien. Et il la regarde, il fait, ouais, mais au moins, moi, je fais ma part. Et c'est ça qui donne du courage aux autres pour aller collectivement éteindre l'incendie. Moi, à ma toute simple place, je veux faire ma part et j'invite tout le monde à la faire parce que on peut plus juste dire ça marche pas, le système dysfonctionne. Moi, le nombre de personnes qui me disent l'école ça marche plus, j'ai dit écoutez, on a besoin de profs, n'hésitez pas. Vraiment. On a besoin de parents d'élèves. Allez-y. On a une caisse des écoles. Dans toutes les villes, il y a une caisse des écoles. C'est le truc où la mairie gère les écoles. Eh ben, venez. C'est ouvert à tout le monde. Alors, on va en reparler. Non, mais votre invitation, elle a été sûrement entendue, mais on va en reparler de cela juste après cette petite pause. Oui, on rappelle que les agressions des élus concernent tous les partis politiques. On en a vu cet été. On marque une dernière pause dans Sud Radio, dans Berkov dans tous ses états, et on revient tout de suite. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vincent Jeanbrun, Les Deux France. Le constat, il est posé, il est très bien posé dans ce livre, dans ce qui se passe, et puis aussi un certain nombre de solutions. On en a parlé avec le logement social, et puis la police municipale. Oui, c'est intéressant d'être un policier municipal. Oui, il peut être armé, mais il peut pas ouvrir le coffre. Ah non, ça se fait pas, non. Et puis ça demande du temps, évidemment, ça demande du temps. Faudra, 2 ans de commission, peut-être faudra d'ailleurs ouvrir une commission pour ouvrir le coffre. Mais Vincent Jeanbrun, vous vous adressez à tout le monde, et vous l'avez fait, et effectivement, vous dites que chacun prenne sa part, et vous avez tout à fait raison là-dessus. Le problème, c'est que il faudrait que les gens qui ont le temps, les loisirs, etc., de prendre leur part, le fassent. Vous le faites. Et un certain nombre de gens qui le font, et très bien. Parlez des policiers, vous parlez, attendez, tous les infirmiers, enfin, tous ces millions de Français qui font leur boulot, et qui sont pas là pour en parler, et qui le font. Et sans eux, on serait rien. Je parle même pas des agriculteurs. Donc, comment faire pour amener les gens, pour amener les personnes à dire oui quand même, parce que à se mobiliser, même au niveau de la rue, du quartier, de leur immeuble, etc. C'est une sacrée... Comment y faire? C'est un travail d'Hercule, mais je suis d'accord que c'est aussi une des clés et une des solutions, mais comment faire, à votre avis? 2 éléments de réponse. La première, c'est justement parce que la situation est extrêmement grave et que c'est extrêmement difficile que s'engager fait plus sens que jamais. C'est quand c'est dur que ça fait du sens. Donc, ceux qui se rendent compte de l'état de dégradation de notre pays, ceux qui comprennent à quel point la situation est grave, à quel point on est en danger collectivement, je pense qu'ils ont de quoi aller trouver un moteur intérieur pour laisser Netflix quelques heures et s'engager. Et après, pour prendre un exemple très concret, parce que cette question de l'engagement citoyen, elle me préoccupait dès ma prise de fonction en 2014 à la mairie de l'Île-et-Rose, on a mis en place à l'Île-et-Rose ce qu'on appelle un dispositif qui s'appelle Nous Laïciens, le nom des habitants de ma commune, citoyens engagés, solidaires et vigilants. Et on a en fait créé un dispositif qui fait que vous venez, un peu comme le colibri, apporter juste votre part. On liste tous les besoins en matière d'investissement associatif, en matière d'aide aux devoirs pour les enfants au pied des bars, en matière d'aide sur les chantiers citoyens pour rendre propre un parc, etc. Y compris en matière de vigilance dans le quartier pour essayer de faire en sorte que ça s'améliore. C'est la mairie qui gère tout. Et vous venez apporter, si c'est que 2 heures par an ou une demi-journée par an, eh ben c'est bien, vous êtes dans le dispositif. Et avec ça, vous voyez, pour vous donner une petite note d'espoir. Les gens sont venus. Et les gens sont venus, ils continuent à venir. On a eu un projet un jour où on a un très très long mur qui passe sous l'autoroute A6, 86 mètres de long, 2 mètres de haut, qui était toujours couvert de tags. Je l'ai connu toute mon enfance couvert de tags, des insultes, des trucs anti-police, etc.
Et avec les habitants du quartier, ces bénévoles de la journée, parce que c'était juste cette première reprise en main, on s'est dit on va le repeindre. Et les habitants me disent on va le peindre en blanc. Alors moi j'étais un peu étonné, j'ai dit en blanc, vous êtes sûr, parce que c'est une belle toile de maître là qu'on prépare pour nos jeunes taggeurs. Et le fait que ce soit les habitants du quartier, que ce soit des mamans, des enfants, des professeurs de l'école d'à côté, etc. qui le fassent, tenez-vous bien, 3 ans sans un seul coup de peinture sur ce mur. Parce que ça avait été porté par les citoyens. Rien, pas une goutte de peinture pendant 3 ans. Il a fallu attendre 3 ans pour avoir le premier tag. Et ça me donne un peu d'espoir parce que c'est pas de la naïveté. Je suis pas en train de vous dire il suffit de faire un chantier citoyen pour que tout s'améliore. Mais on voit que quand on fait confiance aux gens, ils viennent, ils répondent. Et puis une fois qu'ils ont pris goût à l'engagement, une demi-journée ou 2, eh bien derrière le virus est pris et on se dit en fait je peux avoir un impact. Moi je crois que ce qui freine le plus nos concitoyens, c'est pas le manque d'envie, c'est la crainte de juste perdre du temps parce qu'ils n'auraient pas d'impact. Et moi je le dis, vous pouvez avoir un impact énorme. Soyez ce colibri, venez éteindre l'incendie même si c'est avec 2 petites gouttes d'eau. Écoutez, les colibris du monde entier, en tout cas les colibris qui nous écoutent, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Maintenant, le plus important, et vous l'avez dit aussi, Vincent Jeanbrun, c'est quand même je dirais qu'un certain nombre de gens sont là pour protéger les citoyens, qu'ils les protègent. C'est-à-dire que, comme on dit à chaque fois, c'est très bien les paroles, mais faites quelque chose et vous pouvez faire quelque chose. Aux actes. Voilà, aux actes. Il y a des idées simples qui ne demandent pas d'argent parce que l'excuse de ça coûtera trop cher de changer les quartiers. Bien sûr que s'il y a des moyens, c'est plus facile. Mais il y a plein de mesures de bon sens qui ne coûtent pas d'argent. Et moi, j'ai juste une conviction. Et je le dis pour ceux qui n'habitent pas dans ces quartiers. Si on est capable d'apporter des solutions là où c'est le pire dans ces quartiers populaires, ramener l'école, ramener l'ordre républicain, ramener la santé, ramener... Si on peut le faire, oui. Si on sait le faire là, on saura le faire partout ailleurs. Mais qui peut le pire, peut le plus. Mais vous savez, vous avez une tâche formidable. Je viens d'apprendre, je ne savais pas effectivement que les habitants de l'Haye-les-Roses s'appelaient les laïciens. Les laïciens, vous défendez la laïcité. Non, entre autres, oui. C'est pas mal. On a une très belle association qui s'appelle Laïcité avec le jeu de mots, avec le nom, etc. Et on fait des très belles choses. Ouais. Merci Vincent Jeanbrun. Merci à vous. Merci Vincent Jeanbrun d'avoir été avec nous. Vous êtes maire de l'Haye-les-Roses et surtout auteur de ce livre Les Deux France qu'on vous recommande aux éditions Albin Michel. André Berkoff, on vous retrouve demain, vous, entre 13h et 14h avec Céline Alonso. Vous recevrez Yannick Aleno pour l'émission Culture. Vous parlerez notamment d'homicide routier, je crois. Tout à fait, pour son fils qui est mort tragiquement, vous savez, dans un accident qu'il aurait dû être évité. Et voilà, il a fait un travail formidable. Ce grand chef a fait un travail formidable sur la fondation avec la fondation de son fils. Demain entre 13h et 14h, de midi à 13h, vous retrouverez Alexis Poulain qui sera aux commandes et tout de suite c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. Historique, culturelle, gastronomique, dynamique, innovante, étudiante, économique, cosmopolite, créative. Dès le 29 janvier, Sud Radio Parlons Vrai arrive à Lyon sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et Parlons Vrai.